Bonjour et bienvenue dans ce point lecture de mars. Alors avant que je vous présente ce que j'ai lu, je voulais juste, vous dire et vous rappeler encore, je suppose que plein de youtubeuses vont le faire, mais vous rappeler qu'il faut rester tranquillement chez soi, essayer de télétravailler si vous pouvez, sinon vous ne sortez pas que pour aller chercher de la bouffe et ne vous ruez pas sur les 25 kilos de pâtes qui vous serviront jusqu'en 2048. Et puis surtout, lavez-vous les menottes, essayez de rester le plus longtemps possible un peu isolé ou en retrait des personnes avec qui vous êtes. Pour ma part, j'essaye de me tenir à peu près plus d'1 mètre de la personne avec qui je vis, même si je vis dans un appartement qui n'est pas une grande surface, mais on essaye, voilà, on essaye de pas trop se croiser, on mange à la même table, mais à des distances, voilà. Donc faites attention à vous, ce n'est pas une grippette, je le répète, donc barrière. Et puis tant pis, écoutez, puis vous avez YouTube, vous avez des livres, vous avez, si vous avez envie de reprendre le dessin, c'est le moment ou jamais, il y a des MOOC. Et puis c'est l'occasion de téléphoner avec vos potes, vous savez, celui avec qui vous avez pu parler depuis 3 ans, à part lui envoyer des likes sur Facebook ou sur d'autres choses, c'est l'occasion jamais de refaire un peu de civilité envers les personnes que vous aimez ou que vous avez perdu de vue. Et puis écoutez, faites un peu comme les Espagnols, les Italiens, mettez-vous sur le balcon et puis allez chanter ou aller faire du sport. Moi j'ai beaucoup aimé la séance de sport collectif en Espagne. Je dois avouer que si quelqu'un fait ça dans mon quartier, non, je suis pas malade. Enfin, je suis pas, dans la théorie, pas malade au moment où je tourne la vidéo, mais c'est juste que j'ai mes allergies et ça non. Voilà, donc faites très attention à vous, ce n'est pas de la gnognotte, je peux vous assurer. Moi je télétravaille et j'applique les règles de sécurité et je télétravaille comme si j'étais au bureau, c'est-à-dire 8h midi, 1h, 16h30 ou 16h15, ça dépend comment je fais. Voilà, donc voilà, on travaille et puis on fait comme si on était au bureau, à part qu'on n'a pas les collègues, mais les collègues, on les a par WhatsApp. Voilà, voilà. Allez, on commence cette vidéo, c'est le point lecture de mars. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai lu. Oui, je sais. Et ce n'est que le début, c'est-à-dire que dans le book haul que vous verrez la semaine prochaine, pour le mois d'avril, en fait, j'avais prévu certains bouquins, mais bon, j'avais pas anticipé effectivement ce genre de confinement. Je pense que ça va durer un petit moment. Mais bon, comme j'étais en train de relire un livre d'histoire et un autre, je me suis dit que j'allais vous intégrer au book haul, donc je vous le ferai. Voilà tout ce que j'ai lu donc pour le mois de mars. Ouais, je sais, ça fait pas mal, mais j'avais envie, je sais pas. Bref, j'ai envie de lire. Enfin, envie, non, je lisais. Alors on commence tout de suite, j'essaye de pas les faire tomber parce que c'est pas très évident, il y en a 2 tout petits. Alors le premier, c'est par ordre de lecture, hein. Le premier, c'est Gwenaël Robert, Le Dernier Bain. Donc, en fait, alors j'avais envie de le lire depuis un sacré moment. Et en fait, quand il est sorti, je crois en 2018, je crois, je sais plus. Bon, bref. Et ouais, 2018, il est sorti parce qu'il avait un prix en 2019, c'est ça. Et en fait, j'avais vraiment très envie, sachant que vous le savez peut-être en suivant ma chaîne, je suis pas très attirée par la Révolution française, c'est pas mon truc, mais quand j'avais lu 1793, La Terreur, machin, et Marat, je me suis dit, ouh, ça devrait être intéressant. Et en fait, le fait est que l'année dernière, mon année était un peu marquée par 1793, comme quoi, et que je l'ai retrouvé en occasion vraiment pas cher du tout, et je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Donc on se retrouve donc en 1793, Marat est plongée dans sa baignoire sabot, et je répète baignoire sabot parce qu'en fait l'avantage de ce livre c'est que vous allez voir la vraie baignoire. Je vous montre ou non? Oh écoutez, oui je pense. Allez, je pense que les éditions m'en voudront pas si je vous montre la photo de fin, parce que c'est quand même assez intéressant de voir ça. Voilà, donc ça c'est la vraie baignoire. Alors, pas celle qui est joliment peinte par David. Donc, on se retrouve donc sous cette terreur avec Marat qui écrit des milliers de noms, qui va envoyer à la guillotine, charmant garçon, qui a une maladie de peau dont la peau tombe en lambeaux et qui a une odeur assez putride dans l'appartement, et vont se croiser des personnes qui lui tournent autour, dont la fameuse Charlotte Corday, mais d'autres personnes, une jeune anglaise, etc. Un prêtre qui a dénoncé, etc. Enfin, genre, voilà. Donc,
c'est vraiment très bien écrit et en plus c'est très agréable parce que vous sautez de ces personnages qui gravitent autour de Mara et dont on connaît la fin. Mais bah, c'est assez sympa parce que ça s'imbrique, les gens s'imbriquent à l'intérieur, vos personnages jouent un ensemble. Petit à petit, ça se resserre autour de Mara, autour de cette future fin. Je vous dévoile pas la fin parce que honnêtement, les quelques dernières pages, c'est vraiment ce qui m'a vraiment convaincue de mettre vraiment plusieurs petits cœurs à ce livre-là. Donc Gwenaëlle Robert, Le dernier bain nous plonge, c'est le cas de le dire, dans la baignoire peu ragoûtante de Mara, dont on connaît malheureusement la propension à jeter tout le monde sur la guillotine. Il y a aussi une lavandière qui s'occupe du linge de Marie-Antoinette, et donc on comprend, enfin ceux qui ne savaient pas, parce qu'il y en a qui ne savent pas, enfin bref, Marie-Antoinette faisait beaucoup d'hémorragie et on a toujours supposé qu'elle avait eu un cancer des ovaires, je crois, ou de l'utérus, en soit le cas, c'est ce qui était dit. Et donc on découvre cette femme qui au début est contre forcément la royauté, le roi, etc. Mais qui a quand même de la compassion pour cette femme qu'on sépare de son enfant, du dauphin. Donc il y a plein de destins comme ça, cette jeune anglaise, la vengeance sous-jacente qu'on sent venir, la rage et ce besoin d'épris de liberté, mais aussi on sent ce fait est que tout le monde a cru à cette révolution, au fait que ça allait apporter beaucoup d'avantages, et le bain de sang se prolongeant sur le peuple et sur les ennemis, entre guillemets, de certains révolutionnaires, le peuple a un peu plus peur et en fait se demande si vraiment cette révolution a lieu d'être. Donc très beau livre, Le dernier bain de Gwenaëlle Robert. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je crois que j'ai... c'est aux éditions Robert Laffont. Je crois que j'ai gratté 2-3 lignes quelque part dans un carnet parce que j'avais vraiment envie. Donc franchement, voilà. Le dernier bain de Gwenaëlle Robert. Édition... Ah alors, oh merde. Alors après le cœur avec des petits cœurs, j'ai enchaîné sur une deuxième lecture. Alors là, c'est pas des cœurs. On va dire que c'est un flop. Mais alors, le truc, plouf. Je suis désolée pour l'auteur, hein, mais franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, pour vous expliquer, ça s'appelle La promesse de Lucille de Albert Duclos. En fait, je sais pas du tout les éditions. Alors, les éditions vont me tuer, mais perso, c'est pas mon problème. Ah bah, c'est Centre France Livre, d'accord. Parce que, alors pour expliquer l'histoire, c'est que j'ai récupéré l'abonnement de ma grand-mère de France Loisirs. Je suis désolée, ça va. J'ai ouvert la fenêtre tout à l'heure, j'ai tous les marronniers qui m'arrivent dans la figure, là, c'est terrible. J'ai récupéré donc l'abonnement de France Loisirs de ma grand-mère, qu'il avait depuis la nuit des temps. En fait, de temps en temps, j'achète des livres pour ma maman, qui ne lit pas du tout la même chose que moi. Et le logiciel de France Loisirs fait que quelquefois il vous propose des bouquins, voilà, en disant « Ah tiens, vous devriez lire celui-là ». Et en fait, je pense qu'il se base sur les 3/4 sur ce que ma mère lit. Et donc, ils m'ont proposé celui-là. Et comme j'avais un livre à acheter, je me suis dit « Oh bah tiens ». Et quand j'ai lu le résumé, voilà, c'est... Le résumé ne pouvait que m'attirer. Alors la couverture, pas du tout, parce que je me suis dit « Oh merde, c'est un truc de guimauve ». Mais quand j'ai lu le résumé... Cette histoire d'infirmière française qui rencontre un soldat allemand à la fin de la Première Guerre mondiale, qui le cache, qui le soigne, et puis en fait qui tombe amoureuse, mais qui le retrouve en 1942, après le franchissement par la Wehrmacht, de l'armée complète de la ligne de démarcation, donc en novembre 1942, je me suis dit « Ouh, ça peut être pas mal ». Sachant, si vous savez, sachant que j'ai quand même travaillé sur le sujet pour mon triptyque et que j'ai pondu une histoire qui n'a pas du tout le même commencement, mais qui parle d'une Française et d'un Allemand, je me suis dit, oh, ça peut être que intéressant. Et là, j'ai noté la page, hein, je vous le dis tout de suite. Et là, au bout de la 73e page, alors sachant que c'est écrit méga gros, hein, style, franchement, de loin, même sans lunettes, j'y voyais bien. Hein. Donc c'est hyper méga gros à mon avis. Si vous le mettez dans une police de caractère correcte, ça fait 502 pages. À mon avis, c'est réduit à 250. Ça passe encore. Mais alors, par contre,
c'est gnangnan, c'est ronron. Et puis après, mais pas du tout, à un moment donné, je me suis attachée au personnage. Ni Lucille, ni Ludwig. Parce que, en fait, l'histoire d'amour qui est censée être une histoire passionnelle, une histoire style, ces deux jeunes gens qui se rencontrent à la fin de la Première Guerre mondiale, on s'en fout qu'ils soient français ou allemands, mais en tous les cas, ils tombent amoureux, mais ils sont tellement amoureux l'un de l'autre que, en fait, même quand ils sont séparés, parce que lui doit repartir dans son pays, etc., et qu'elle elle est ramenée du front en tant qu'infirmière, n'ont de cesse, paraît-il, que de se chercher, et ils s'aiment tellement qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, et qu'ils vont être fidèles, entre guillemets. Alors lui, bon, il a des escapades au bordel, mais c'est un garçon, donc on s'en fout. Mais elle va lui rester quasiment fidèle jusqu'en 42. Donc on se dit, c'est vraiment une histoire d'amour incroyable. Et ça, c'est dans le résumé. Et vous vous dites, il va nous faire la moitié du roman, minimum, sur cette histoire d'amour et cette quête. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 30, allez, une dizaine, quinzaine, vingtaine de pages, et encore large, hein, très 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 large, sur cette histoire qui se déroule en 18, etc. Et puis on retrouve Lucille en 40 avec ses filles parce qu'elle s'occupe de jeunes femmes tuberculeuses, qui fuit qui fait l'exode, enfin qui fuit devant l'arrivée des Allemands, qui se réfugient dans la Drôme, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu, puis ça m'a tellement énervé que j'ai complètement oublié Valence. Vaucluse, Drôme, bref. Et en fait, elle est hébergée dans un endroit, dans une grande demeure, par un ancien soldat français cette fois-ci, qu'elle avait aidé, qu'elle avait soigné. Et comme par hasard, paf, arrive Ludwig en 42, qui réquisitionne la maison pour y vivre. Et alors là, le truc, mais alors c'est le truc qui m'a achevé. C'est les premières pages. Il arrive, il ne la reconnaît pas. Elle, oui. Alors qu'il revient du front de l'Est et qu'on dit bien qu'il a perdu un bras, qu'il a la moitié de la main arrachée, l'autre main, etc. Et qu'il a quand même subi quelques dommages un peu partout. Mais elle le reconnaît tout de suite. Lui ne la reconnaît pas. C'est-à-dire qu'elle lui fait le tour de la baraque. Il sait même pas qui c'est. Super. Mais par contre, elle ouvre une pièce et en fait, il y a le portrait d'elle plus jeune, donc à l'époque où il l'a connue. Et là, merde, il la reconnaît, ça, ce qui est pas mal déjà. Mais alors le pire, c'est quand même, en fait, il lui dit textuellement qu'il l'aurait pas reconnu parce qu'elle a quand même vieilli. Merci au passage le coup de latte dans la gueule parce que visiblement lui n'a pas vieilli, mais elle suffisamment pour pas qu'il la reconnaisse physiquement, alors que c'était son grand amour, hein, excusez-moi Dieu. Mais en fait, il est flatté du fait qu'elle ait gardé sa silhouette. Et alors là, il m'a perdu, l'auteur. Je vous le dis, tout de suite, il m'a perdu. Parce que si c'est ça qu'il a gardé, si c'est le corps de la fille qu'il a gardé dans la tête, etc., et qu'il a même pas mémorisé ni ses yeux, enfin, je sais pas, mais même quand vous vieillissez, les yeux de quelqu'un, et vous allez le savoir si vous avez des personnes âgées autour de vous, les yeux d'une personne ne changent pas. Même si vous prenez 25 rides et que vous avez le visage qui s'affaisse, mais bon, elle a une quarantaine d'années, hein, quand ça s'affaisse, 40-50. Donc, excusez-moi, ça tient encore un peu, hein. Enfin, j'espère. Pas dit. Là, tout de suite, la fille commence à regarder le retour. Oh, putain, non, c'est vrai, ça tient pas des masses. Mais bon, quand même, je pense que les gens qui m'ont connue à une vingtaine d'années, ils me reconnaissent, et pas exagéré. Et même si je perdais 50 ou 60 ou 80 kilos, non, là, j'aurais disparu depuis un moment. Mais imaginons, ou que j'en prenne 30, je pense qu'on me reconnaîtrait à mes yeux, et c'est ce qu'on dit. Donc là, le truc, c'est que même pas il la reconnaît. Et alors le reste, j'ai dû renoncer, enfin honnêtement, je me suis botté les fesses pour pas y renoncer plusieurs fois. Je crois 4-5 fois, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est gnangnan, c'est ronron, c'est... Ça, oh, honnêtement, je suis méchante, hein, mais ça a aucun intérêt pour moi. J'ai lu tellement mieux sur ces relations-là, tellement mieux sur cette période-là. Alors, il y a 2 ou 3 choses qui pourraient sauver et qui ont fait que j'ai continué. C'est parce qu'il y a quand même le fait qu'on explique qu'il y a quand même... Tous les Allemands n'étaient pas des nazis, je recommence, et tous les Allemands n'étaient pas des salauds, donc Ludwig a quand même un brin, même s'il a fait des exactions, on s'en fout, bref. Mais en tous les cas... Il n'est pas là pour tuer tout le monde, il essaye à son petit niveau de faire des choses.
Ce que moi j'avais démontré en Karenina aussi, parce que bon, pas tous les Allemands, comme je le dis, avaient une folle envie de flinguer ceux d'en face. Surtout que lui sortait des tranchées, donc il devait savoir ce que ça faisait. Et que de l'autre côté, il y avait quand même des gens qui résistaient, des Français, mais pas tous. Voilà. Et donc ça a un peu sauvé le fait que j'ai lu et que j'ai continué. Alors la fin, l'épilogue, mais... Bref, laissez tomber. Donc moi, honnêtement, j'ai failli laisser tomber. Donc La promesse de Lucille d'Albert Duclos. Si vous aimez les histoires un peu gnangnan, qui ronronnent, et que vous n'êtes pas attaché ni à l'histoire, ni au fond d'histoire vraie, ni aux invraisemblances, allez-y. Mais sinon... Voilà, voilà. Ah, mieux. Non, parce qu'après, mieux. Ah, mais mieux. Le berceau du talion de Sébastien Julien. Donc ça c'est chez Nouvelle Plume. Pareil, je l'ai chopé chez François Lazire. J'aime bien récupérer des nouvelles plumes parce que... alors pas forcément... Ce qui est dommage, parce que j'avais commencé à faire partie des gens qui lisaient sur Nouvelle Plume, mais quand j'ai vu que certaines personnes, c'était un peu par copinage, qu'ils arrivaient à avoir des très bonnes notes, et quelquefois je lisais, et j'avais lu un livre sur la Seconde Guerre mondiale où le mec expliquait quelque chose, je ne vous dirai pas, parce que s'il se reconnaît, ça serait dommage pour lui, mais c'était mais je l'ai lu, et c'était complètement bourré d'invraisemblances, des détails qui sortaient de je ne sais pas d'où, des faussetés, mais pas possible, sur une période. En plus, il parlait de la période 37-38 en Allemagne. Punaise, documente-toi, quoi. Ne lis pas sur son Wikipédia. Et il avait des trucs dithyrambiques. J'ai appris plein de choses, ça vaut le coup, c'est merveilleux. Il était à 9, 8, 9. Je sais pas s'il a été édité, j'ai pas regardé. Mais honnêtement, voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à lire 2-3 trucs comme ça et que j'ai vu qu'il y avait un peu des... bah, c'est du copinage, vas-y, s'il te plaît, lis mon truc pour que je sois édité, parce qu'il faut avoir plus de 9 ou entre 8,5 ou 9, un truc comme ça. Honnêtement, voilà. Donc, mais celui-là, je me suis dit, le résumé, c'était pas mal. Alors, je vais vous le mettre. En fait, le résumé, c'est... on commence par le prologue qui va vous clouer, mais alors vraiment, ouais. En fait, qui vous lance dans la fosse, on va dire. Parce que c'est l'histoire d'un jeune homme, Valentin, qui se suicide parce qu'il est harcelé à l'école, mais vraiment harcelé. Il est terrorisé. Et il finit un soir dans un parc avec des 4 gamins de son âge, c'est des adolescents, enfin des grands adolescents, qui ne trouvent rien de mieux à faire que non seulement il continue à le terroriser, à le harceler, et non seulement à le martyriser physiquement, mais il le viole. Voilà, non mais oui, tant qu'à faire. Et ce jeune homme, ne supportant plus ce genre d'humiliation, tout ce qu'il a enduré, etc., se suicide. Les jeunes gens passent en procès. Ils sont sortis de là par un super avocat qui les fait innocenter. Donc, fin de l'histoire. Et on revient, et je crois que c'est 15 ans ou 20 ans après, je crois. Une bonne quinzaine d'années après. Ouais, c'est ça, 15 ans. Par la mort de cet avocat qui est enterré vivant. Et donc, il y a des inspecteurs, dont un qui est local, c'est vers Grenoble, et un qui est muté de Paris, qui sont joints sur cette histoire-là pour voir. Et petit à petit, il y a des disparitions qui tournent autour de cet avocat, et les 2 inspecteurs découvrent que c'est lié à la mort de Valentin et au procès. Et donc, ils vont dérouler cette espèce de fil petit à petit pour savoir qui essaye de tuer tout le monde, et qui vont tout de suite se rapprocher des 4 jeunes qui avaient été inculpés. Et voilà, on va suivre le déroulement de l'enquête, en tous les cas, jusqu'à l'assaut final. Alors, c'est bien écrit, c'est ce qu'on appelle un page turner, vous allez vouloir absolument savoir pourquoi, etc. Je dis que c'était bien, et que c'est mieux que machin, là, mais que ça m'a pas révolutionné dans le sens où, dès le premier encart, et je vous dirai pas pourquoi, parce que sinon ça va vous mettre sur la voie. Dès le premier encart, il y a un encart sportif. Dès le premier encart, je me suis dit, bon, attention. D'entrée de jeu, ça va concerner cette personne-là. Et à un moment donné, il y a un personnage qui, d'entrée de jeu, m'a semblé être étrange, mystérieux. Et il y a ma clochette sur mon d'auteur qui a fait ding, 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 c'est lui.
Je me suis dit: «Ah merde». Bon, et je me suis dit: «Tu continues» parce que c'était bien écrit, ça tournait bien et on va de rebondissement en petit rebondissement. C'est pas des gros rebondissements, c'est des petits trucs, ajoutés l'une après l'autre et puis on a envie de savoir cette histoire de Valentin, on a envie de savoir ce qu'ils ont fait avant, après et cetera. Ne serait-ce que par respect pour le petit gars et alors honnêtement, vous arrivez à la fin, je suis sûre que peut-être que alors si vous n'avez pas l'habitude de ces livres-là, vous n'allez pas forcément connaître tout de suite, mais je pense que le gros des trous va trouver aux 3/4 du roman, à la fin. Le problème, c'est que moi, le livre fait donc à peu près 310 pages. J'ai dû trouver à la 80e, 90e, 88e. À peu près, j'ai commencé à me dire, le cerveau a commencé à bouger, et plus je lisais, j'ai dû arriver à la 120e page en me disant c'est bon. Je sais qui a fait quoi, pourquoi, etc. Mais l'auteur continue à écrire d'une façon que même si vous vous doutez que vous savez, et si vous trichez, non, j'ai pas triché, mais j'en connais quelqu'un qui a triché, qui a lu à la fin. Donc qui a triché, mais qui m'a dit oh non, je vais le lire, je vais le lire. Eh bien, c'est assez bien écrit, et c'est vraiment bien écrit, et c'est assez prenant pour que vous finissiez à la fin. Enfin, vous allez à la fin, pardon. Vous finissiez à la fin. Je commence à être fatiguée, moi. Donc, franchement, c'est une espèce de démonstration que même si vous vous doutez, un auteur peut vous embarquer avec les mots, avec des trucs. Alors, il y a une morale qui est assez particulière. Voilà. À un moment donné, vous avez de l'empathie sur un personnage, malgré le fait que c'est un... Voilà. Perso, hein, donc voilà. Mais le berceau du talion, donc de Sébastien Julian, si vous aimez ce genre de choses, c'est très régional. Après, peut-être que... Enfin, la personne qui l'a lu a regardé la fin, parce qu'elle regarde toujours pas la fin, ça m'énerve, ça, mais bon, bah, c'est pas grave. Et en fait, ayant vu qui c'était, je lui ai dit, sois honnête, quand tu le lis, tu me dis si vraiment tu trouves. Et en fait, elle n'a pas trouvé avant quasiment la fin. Voilà. Donc, elle me dit, je savais qui c'était, mais je me suis dit, là, ouais, j'aurais trouvé. Voilà. Donc, très bien. Ah Alors, c'est pas des coups de cœur, mais c'est limite, quoi. C'est 2 petits romans, vous allez voir, ils sont tout petits, je les ai mis sur Instagram. Ils viennent de la maison d'édition Le Passager clandestin, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans une des librairies que j'aime à Marseille qui s'appelle Au Bon Limier. Non, au Fin Limier, à chaque fois je le fais. Pardon Caroline, je suis désolée. Mais alors, parce que j'aime bien, parce que c'est une bonne librairie, donc Au Fin Limier, Bon Limier, mais c'est Au Fin Limier. Elle a toujours des livres qui sortent de l'ordinaire. Et quand j'ai vu ça sur sa table de présentation des livres à voir, c'est Richard Matheson, L'examen, et donc vous avez vu La taille de la bête. Je me suis dit, je vais le lire en allant au bureau. Matheson, pour moi, bah, j'en ai lu quand même quelques-uns et j'adore. Donc je me suis dit, ouh. Et il parlait d'une société qui régule le vieillissement. Alors sur ce petit truc tout petit, on suit le père et le fils qui entraîne son papa, parce que dans cette société-là, toutes les personnes qui sont âgées doivent passer un examen tous les 4-5 ans pour voir leur utilité pour la société. S'ils ne sont pas utiles, sachant que dans cette société, on ne s'embarrasse pas des masses. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder avec vos vieux, vous faites une décharge au gouvernement qui s'en occupe. Voilà. Et donc Les a pas du tout envie. Il entraîne son papa, il essaye, il lui fait faire des exercices de mémorisation, etc. Enfin, style, il sort les annales pour lui faire réviser, et il se rend compte que son papa, il va pas passer le test, quoi. Donc, il y a toute cette intergénérationnalité et cette utilité entre guillemets des personnes plus âgées, et c'est une belle réflexion parce que vous vous dites à un moment donné, les petits enfants ils traitent leur grand-père comme si c'était un objet usagé qu'il fallait jeter à la poubelle. Enfin voilà, ça vous fait remettre les personnes âgées et les personnes qui sont censées ne plus être utiles parce que vous êtes à la retraite. C'est pas parce que vous êtes à la retraite ou âgé que vous n'êtes plus utile, et c'est une belle réflexion. Alors je vous signale qu'il a écrit ça en 1954. Voilà, ça vous pose la truc là. Voilà. Donc c'est une réflexion de société. Et moi, quand je l'ai lu, j'ai plus mes grands-parents, malheureusement pour moi. Mais la seule chose que j'ai eu à faire, et mes grands-parents sont sur mon frigo, hein, donc en photo, bien sûr, en photo.
Je suis allée voir sur mon frigo et j'ai dit à mes grands-parents, vous avez toujours été utiles jusqu'à la fin et j'aurais aimé vous garder 50 ans de plus, quoi. Voilà, donc c'est une très jolie réflexion sur la vieillesse et comment une société peut aller jusqu'à réguler la vieillesse et l'utilité d'une personne, alors que je pense qu'à n'importe quel âge, vous êtes utile. Voilà, si vous vous en donnez aussi la peine, hein. Mais si vous êtes utile, vous êtes utile. Et alors, autre livre, alors vous allez voir, ça date de 55, 54 pour l'un, 54. Alors, celui-là, c'est parce que j'ai vu le nom de la personne. Et aussi parce que le vaisseau ressemblait un brin à celui de Star Wars. Faut qu'on me le nomme. Oui, je sais. C'est parce que j'ai vu Marion Zimmer Bradley, que je ne connaissais, en fait, je suis honnête, que pour le site, ce qu'elle a fait sur la légende arthurienne. Je n'ai pas lu tous, mais je dois en avoir lu le trois quarts. Et je me suis dit, tiens, elle a écrit un petit... Alors j'ai regardé 54, et puis en fait, elle imagine une société d'abondance frugale soustraite à l'empire de la technologie. Je me suis dit, ça m'a pas l'air mal, en plus il y avait un vaisseau, machin. En fait, on est là avec des descendants, pratiquement 4-5 siècles après le départ des premiers, entre guillemets, colons qui étaient censés coloniser l'univers, Mars et toutes les planètes qu'ils allaient rencontrer. Et visiblement, ils ont eu une avarie. En tous les cas, ils n'ont pas pu revenir tout de suite. Et ils se sont implantés quelque part. Ils ont créé une espèce de Terre 2, où ces jeunes gens qui sont dans ce vaisseau et qui regagnent la Terre 1, originelle, la nôtre, quoi, ont atterri sur une Terre qu'ils pensent, puisqu'ils sont partis avec une certaine technologie avancée, à arriver sur une Terre comme la leur, c'est-à-dire où ils n'ont pas cessé d'avancer dans les technologies, dans les découvertes, etc. Et ils se retrouvent un peu dans le trou du cul du monde, dans une espèce de village où on vit un peu en communauté, au niveau un peu fédéral, avec des gens où il n'y a plus trop d'argent, ou quasiment pas, où les gens se rendent des services, c'est-à-dire je te fais la cuisine, tu me gardes les gosses, enfin je schématise, hein, voilà. Et ils vont tomber sur un chef de village, entre guillemets il n'est pas le chef du village mais il est plus ancien, et c'est la façon dont ils vont s'adapter ou pas, vivre ou pas, et être confrontés à ce qu'ils ont imaginé être la deuxième de leur terre, et une terre beaucoup moins primitive que ce qu'ils vont trouver. Et c'est aussi une réflexion sur comment va nous amener comment dire, la société dans laquelle on est. Alors, je dirais que, vu le contexte actuel avec le Covid-19 et nos confinements et le fait qu'on est amené à revoir comment on vit, comment on va consommer, parce que, bon, on peut... Enfin, tous les magasins, beaucoup de magasins étant fermés, sauf les essentiels, ça vous oblige à pas aller faire les magasins le samedi après-midi dans un supermarché, dans une centre commercial, pour n'acheter rien du tout, des trucs dont vous n'avez pas besoin. Donc peut-être que ça va effectivement nous aussi nous pousser à nous revoir nos priorités. Et ce bouquin est parfait. Parce que on se dit finalement on veut tout, tout de suite. Moi j'en voyais qui étaient terrorisés parce qu'ils se disaient oh mais je vais pas pouvoir aller à la librairie, comment je vais faire pour lire? Mais enfin chaton, quand je vois la pile à lire que tu exposes tous les mois avec les book hauls, que tu achètes 40 50 livres et que tu as des piles à lire de 200 livres, je pense que tu devrais pouvoir les passer tes 200 livres sur quelques semaines, parce que bon en gros je pense que, enfin c'est mon avis perso, hein. Je pense qu'on est là minimum jusqu'à fin avril, là, en confinement. Il n'y a qu'à voir comment la Chine est partie, hein, donc la Corée du Sud, tout ça. Je pense que si on fait la même façon de faire, on y va droit. Je sais pas, tu vas aller passer tes piles, puisque tous tes livres sont censés, que tu n'as pas lus sont censés être chez toi. Dans la théorie, tu devrais pouvoir voir. Puis c'est le moment ou jamais de vous remettre au dessin, de suivre des mocks, de téléphoner à vos potes, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Et ça, c'est une sublime réflexion. Et je l'ai lu bien avant, quand la bestiole, enfin le petit salopio, comme je l'appelle, était encore en Chine et qu'on se disait que ça allait nous arriver dans la gueule. Mais je l'ai lu et je me suis dit... Ça, c'est avant-gardiste. À croire que, entre ce que j'écris pour Liverpool Connection, parce qu'on me l'a dit sur Instagram, que j'avais inventé ça et que j'avais imaginé un truc comme ça qui allait éradiquer la planète, enfin la moitié, ou un quart, en 2003. Et ça, je me suis dit, oh là là, c'était pas bon signe, mais
très bonne lecture. Donc Marion Zimmer Bradley, La Vague Montagne, et je le dis encore, c'est audition le passager clandestin, j'arrive pas à faire le focus, c'est horrible ce truc, ça me gave ce machin. Bref, c'est passager clandestin dans les 10 chroniques que j'en ai acheté 2 autres dès que j'ai vu, et il y en a 2 autres que je voulais lire en mai. Je pense qu'il y en a un que je vais lire en avril et l'autre en mai, sachant que je suis en train de refaire mon book haul parce que bah, effectivement j'avais prévu d'aller au salon du livre et ça sera dans le book haul. J'avais prévu de prendre quand même pas mal de bouquins là-bas et donc bon voilà, donc on verra, mais c'était un très bon livre. Ah, ce point de lecture a duré 15 plombs parce qu'en fait j'ai lu plein de livres. Antoine Choplin, L'impasse chez Pocket. Alors, en vérité, l'éditeur normal, c'est La Fosse aux ours, mais bah, où je l'ai acheté, il n'y avait pas la fosse. J'ai demandé La Fosse aux ours, on m'a dit on ne peut pas le trouver. Bon. Bah, ouais. Mais j'aime bien La Fosse aux ours. En fait, Antoine Choplin, j'en avais parlé dans mon bilan de fin d'année de l'année dernière sur les 10 livres à lire. Je parlais de Partiellement nuageux, qui était une pure merveille pour moi, hein, sur le Chili, sur l'histoire du Chili, etc. Et quand j'ai vu L'Impasse, parce que je fouinais sur les livres des gens que j'aime bien, j'ai dit, ouh, ça c'est pour moi. Parce qu'en fait, on se trouve dans un pays qui serait la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, vous voyez. En fait, c'est 2 jeunes gens qui ont une vingtaine d'années, c'est Timour et Oleg, qui sont dans les 2 camps séparés. Nous, on arrive dans le fait où il y a les 4-5 soldats russes qui sont en train de nettoyer une impasse dans cette espèce de guerre intra-civile, pas civile, mais enfin bref, d'anciens camarades, hein, d'anciens même pays, et qui font impasse appartement par appartement, en faisant des exactions quand même assez abominables. Il y a des scènes qui sont quand même assez costauds. Et en parallèle, ensuite, Timour, qui lui se terre dans l'appartement avec sa mère, son père, sa grand-mère et son frère et une petite sœur. Ou une plus petite sœur. Et Oleg, qui suit ses potes, soldats, qui sont en train de nettoyer l'impasse. Et parallèlement, on les retrouve dans une université à l'abandon, puisqu'il y a eu la guerre, et tous les deux s'exercent au lancer de poids, puisque Oleg vise les Jeux Olympiques à terme un jour si ça s'arrête, ce genre de choses. Et Timour, bah, il apprend, il n'est pas très doué, mais avec Oleg ça va. Et puis ils ont une partie d'échecs. Oleg enseigne le lancer de poids à Timour, et Timour enseigne les échecs à Oleg. Et ils vont évidemment se rencontrer dans cette impasse, dans cette espèce de huis clos. Alors, Antoine Choplin, c'est un auteur qui à chaque fois me file un coup de poing dans l'estomac, mais à tous les coups. Alors, bien sûr que je suis très attirée par l'histoire de ce qui se passe à l'Est, et notamment dans les territoires russes, etc. Et ça a une fausse... Enfin, on ressent un peu ce qui a pu se passer en Tchétchénie, etc. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a intéressée. Mais alors, il a une plume acerbe. Et alors là, c'est pas partiellement nuageux. Attention. C'est écrit coup de poing. Et véritablement, c'est des phrases. Mais alors, déjà, il n'y a pas de tiré pour les dialogues. Voilà. Je pense que c'est un parti pris. Hein. C'est un parti pris de l'auteur. C'est brut. Vous voyez, c'est un texte brut. Il n'y a pas de tiré pour vous faire dire que c'est un dialogue entre personnes. C'est costaud. C'est à l'image de le traumatisme de ces guerres-là, de la violence des soldats par rapport aux familles qu'ils vont rencontrer, aux gens qu'ils vont rencontrer. Et il y a une très belle leçon d'humanité à l'intérieur. Et la fin, les 2 dernières pages, et comme pour Partiellement nuageux de Antoine Choplin, j'avais le cœur qui s'est broyé. Vous voyez, quand votre cœur se serre et que vous êtes au bord des larmes et que vous dites oh, voilà, et ben voilà. Donc, Monsieur Choplin, chaque fois il me cale un coup de poing dans l'estomac, mais avec bonheur. Franchement, c'est une belle leçon aussi d'écriture, mais aussi une belle leçon d'humanité. Malgré tout ce qui peut se passer dans ce bouquin, honnêtement, voilà. Quand l'humain véritablement est solidaire d'un autre humain et agit avec humanité,
Donc c'est juste l'histoire de Oleg et Timur. Et moi, franchement, c'est comme par scénario nuageux, l'impasse va rester. Donc je pense que je vais lire tous les Chopin. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, avis à la population. Vous allez voir passer des Chopin. Voilà. Merci, monsieur Antoine. Alors, toujours par le sens de lecture, le livre qui arrive, c'est un SP que j'ai reçu par Sonatine, avec qui je collabore depuis quelques mois, longs mois, on va dire presque 2 ans. À chaque fois, ils me font découvrir des romans. Je l'ai mis sur Instagram, sur la story Instagram, parce que j'étais à ça de vous dire que c'était un coup de cœur, puisque le premier coup de cœur, c'est à crier dans les ruines. J'étais à ça de vous dire que c'est un coup de cœur. Et je pense qu'à la fin de l'année, alors premièrement, il y aura sûrement partie du bilan de fin d'année. Ça, c'est évident. Mais par contre, il se peut qu'il atterrisse dans les coups de cœur parce qu'il s'en est fallu de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi voilà, c'est la fin. Enfin, pas la fin dans son ensemble. C'est s'il y a quelque chose dans la fin qui m'a pas gênée, mais qui m'a froissée. Alors, pas froissée dans le sens où j'étais horrible, ça fait pas beau, etc. Non, pas du tout ça. C'est que je pensais que ça allait être beaucoup plus sombre. Enfin, beaucoup plus coup de poing. Voilà. Alors, c'est un coup de poing hein, aussi, mais voilà. Mais c'est vraiment le détail, mais le détail, hein, la fille qui veut faire. Voilà. Ce livre, c'est ce lien entre nous de David Joy. Alors, David Joy, c'est un auteur américain qui vit en Caroline du Nord. Ça se passe en Caroline du Nord, au pied des Appalaches. Dans ce qu'on peut appeler, pour ces gens-là, ce qu'on appelle souvent aux États-Unis, de manière très péjorative, les rednecks. C'est-à-dire, en gros, les bouseux, les pecnos. Vous voyez super quoi. Enfin bref, c'est comme ça qu'on les dénomine. On dit qu'ils sont consanguins. Enfin, aux États-Unis, les gens qui les traitent comme ça, c'est souvent on dit qu'ils sont consanguins, ils sont bas du plafond. Enfin bref, c'est un truc que je déteste, mais bon, j'en ai rencontré en Alabama de ce type-là. Bref, donc David Joy nous explique, en fait, nous raconte l'histoire de Darl, qui est un gars du coin, qui adore braconner. Donc monsieur va braconner un jour parce que le propriétaire du terrain et de la forêt où il aime bien braconner est parti. Donc il dit ouais il est pas là, moi je vais aller braconner. Bon, jusque là. Il traque le cerf, il voit un espèce de sanglier qui remue, enfin qui fouine par terre, il tire le sanglier, paf, c'est un mec. Oups. Le problème, c'est que ce garçon, donc, qui s'appelle Carol, donc oui, je sais, mais c'est un garçon, Carol, qui est surnommé Sissi. Oui, je sais, mais c'est un surnom aussi, Sissi, voilà. Et le frère de Dwayne, cadet, le petit protégé de son frère, que son frère adore au-delà de tout entendement, parce que c'est le garçon qu'il estime être plus fragile que les autres, pas fragile dans le sens où il est malade, mais qu'il n'est pas adapté au monde. C'est un gentil garçon, foncièrement un gentil garçon. Bon, il braconne, mais parce qu'il va chercher du ginseng, lui, sur la propriété du vieux monsieur. Enfin bon, c'est que ça, c'est pas non plus exagéré, mais c'est un gentil garçon, profondément un gentil garçon. Et donc, malheureusement, Darl tue le frère du Dwayne, là, le fou furieux. Alors, je vous passe le machin. Évidemment que Dwayne va remonter la filière, il va atterrir sur Darl. Il va comprendre que le meilleur ami de Darl, Calvin, l'a aidé à sortir le corps de la forêt et qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de l'enterrer sur le terrain familial de Calvin. Et donc, va s'en suivre la vengeance implacable de Dwayne envers Darl d'abord et ensuite envers tous les gens que Darl et en tous les cas que Calvin aime. Alors, la puissance du roman, c'est que David Joy vous balance un truc poisseux, sanglant, assez traumatisant, on va dire, parce qu'il y a des passages où si vous êtes un peu mal au cœur, vite fait, vous êtes petite nature, vous allez avoir besoin de vous aérer sur le balcon, pas dehors, sur le balcon parce que vous allez avoir mal au cœur, hein, parce qu'il y a des scènes qui sont bien costauds, avec des descriptions bien dégueulasses, mais bon, voilà, Et de l'autre côté, donc cette espèce d'ambiance poisseuse de vengeance, de rage de Dwayne envers ceux qui ont tué son frère et
de l'autre côté, vous avez Darl et puis Calvin et la copine de Calvin, Angie, qui est la lumière de sa vie, la maman de Darl, etc. Enfin, tous ces personnages qui gravitent autour de ces deux hommes-là. Et de l'autre côté, contrebalancé par l'écriture d'une poésie, mais d'une beauté de David Joyce sur juste la beauté de la Caroline du Nord, de ce côté-là des Appalaches, de la nature. Il fait des descriptions d'une poétique, lumineuse, belle, de la beauté, un peu un nature writing si vous voulez. Ça s'apparente, je dis poésie parce que ça s'apparente un peu à de la poésie. C'est des moments de souffle et de beauté dans cette espèce de truc poisseux, sanglant et affreux. Alors, il arrive à contrebalancer ça dans le même passage où vous avez Dwayne qui est complètement barré, bref, qui fait des trucs pas possibles. Et ce type sort à un moment donné d'un hangar, enfin, ouais, d'un hangar, et il observe la cime des arbres. Et là, tout d'un coup, il y a un passage d'une beauté d'écriture où vous voyez vraiment la cime argentée des trucs. Et 2 minutes avant, vous étiez à la limite de rendre votre petit déjeuner. Voilà. Donc c'est... Honnêtement, si je devais le noter, je crois que je l'ai noté comme ça sur mon papier qui me sert à la fin de l'année pour faire les tops. Je crois que je lui ai mis 9,25. Et sachant que mes tops arrivent à 9,5 minimum. Il y avait 10. Hein. Voilà. Donc 9,25. Pas dire que c'est un moche, hein. Voilà, c'est un très très bon livre. J'ai adoré lire ce truc-là. Je l'ai bouffé carrément dans le bus. C'est hyper bien traduit parce que je suis allée voir... j'ai demandé à une de mes copines qui connaît David Joy et qui m'a envoyé scanner 2-3 pages d'un autre roman, et ça je pense que je vais le lire aussi, qui sont parus chez Sonatine. C'est hyper bien écrit. Le gars écrit vraiment bien, en plus en anglais, il écrit sublimement bien, et alors là, c'est très très bien traduit. Traducteur, c'est Fabrice Pointeau. Voilà, je le cite parce que franchement, la beauté lyrique du truc, c'est impressionnant. Donc David Joy, Ce lien entre nous, donc publié chez Sonatine, qui sort, je crois, je sais pas s'il est sorti hier ou qu'il sort après, un jour après la publication de cette vidéo, mais en tous les cas, il sort là. En mars, donc fin mars, franchement, allez-y quoi. Et puis bon, Sonatine, c'est Sonatine. Moi, depuis qu'ils m'ont fait connaître Cécile Vinge de 1793, et Tony Cavano, moi je leur fais confiance, mais les yeux fermés. J'ai déjà lu La Cité de Feu de Kate Moss. Alors ça n'a pas été un gros coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Il est là d'ailleurs, vous voyez. Il est là. Ouais, au-dessus, il y a le flop. Deuxième flop. J'ai chopé 2 flops, moi, depuis le début de l'année. Bref. Donc, voilà. Je le redis, hein, ce lien entre nous. Et puis, c'est aussi un bel amour fraternel. Des deux côtés. De Calvin et Darl et de Dwayne et Sissy. Voilà. Ce truc va durer 2 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Dernier livre. Je l'ai fini, je vous le dis, hein, quand j'ai enregistré la vidéo. Donc, on est dimanche. Puisqu'elle est publiée mercredi, donc 3 jours après, c'est fini. Le Zénéralox a adoré le bouquin. Surtout pour se poser dessus et puis coller ses fesses. Surtout ça. Donc c'est le dernier, c'est le 8e opus de Jussi Alder-Olsen du département V qui s'appelle Victime 2117. Beau bébé. Alors, on retrouve Karl, Assad, Rose, Gordon. Rose, on la retrouve après son épisode traumatisant de Selfies, que j'avais adoré l'année dernière. L'été dernier, je sais plus. Non, l'été précédent, je crois. Oui, l'été précédent. 2018. Oui, c'est ça. Je sais plus. Lisa, cherche pas. Enfin, en tous les cas, le dernier. Et alors là, on va suivre plusieurs personnages. On suit à la fois Juan, qui est un journaliste assez miteux de Barcelone. Alexander, qui est un post-ado qui s'est enfermé chez lui dans sa maison, qui veut plus parler à ses parents, qui fait un peu un retrait à la japonaise. Je me rappelle plus le nom, mais c'est un nom, c'est Irikomoni, comme ça. Enfin, c'est dit dans le roman, mais ça m'est pas revenu à la tête là.
Et on suit forcément Karl, Assad, Rose et Gordon pour la bonne et simple raison que en fait, ce journaliste va aller sur l'île de Chypre où il y a les migrants qui affluent et où on a trouvé des énièmes morts noyés sur cette plage. Et il va prendre une photo de cette femme qu'il voit, dont le regard le happe. Ils vont faire un papier. Le problème, c'est qu'elle n'est pas morte noyée, elle est morte assassinée avec un coup de couteau dans la nuque. Et sur une des photos qu'il va publier, en fait, ce papier va être repris à travers l'Europe et va tomber sous les yeux de Assad, parce que Assad est allé voir Rose qui se terre chez elle, etc. Et il va tomber, entre guillemets, son regard va tomber sur cette photo-là, et il va reconnaître sur cette photo-là, non seulement la personne qu'il aime le plus et une autre personne, mais cette femme qui est morte, qui était un peu la personne qui l'a sauvée, entre guillemets, de l'exil. Et on va dérouler comme ça la vie de Assad, ce qu'on ne savait pas, parce que plus ou moins on sait qu'il parlait d'une famille, etc., machin, et on ne les voyait jamais. Là, on va comprendre ce qui s'est passé, on va savoir qu'il était un officier des services danois, d'une certaine élite des militaires danois, qu'il a été envoyé sur les terrains en Irak, etc. Et il va dérouler sa vie au gré de l'enquête, avec parallèle ce journaliste qui est sur la trace du terroriste qui a torturé Assad, mais auquel il a réussi à échapper, mais qui s'est emparé de sa femme et de ses 2 filles et de l'enfant qu'elle portait, etc. Donc il y a toute cette ambiance-là qui mixe les migrants, l'histoire des migrants, l'histoire du terrorisme aussi, des gens qui se font passer pour des migrants et qui arrivent en Europe et qui... voilà, il y a tout ça. Il y a les journalistes qui sont quelquefois un peu trop people et un peu trop tabloïdes, mais qui essayent de faire leur travail, et ceux qui ne le font pas ou qui le font uniquement pour les mauvaises raisons. Hein. Le Juan, il fait juste pour aller draguer les filles sur la plage, hein, en gros, au début. Et il y a cette amitié avec Karl qui découvre que sa compagne Mona attend un enfant. Voilà, donc il y a tout ça, il y a tout l'humain qui fait du département V, le fait qu'on s'attache à tous les personnages et qu'on s'attache toujours à leur vie. Gordon qui nous stresse parce qu'il y a le gamin là qui l'appelle sur le portable et qui veut tuer toute sa famille et d'autres personnes quand il atteindra le score de 2117 sur un jeu vidéo, qui le rapproche justement de la victime parce que lui aussi il a été happé par ça. Bref, il y a toute cette espèce de petit mixte qui est hyper bien tendu par Alder Rosen, qui vous fait tourner les pages à la vitesse de la lumière. Et il y a l'histoire d'Assad. Et donc là, je vous mets au défi de ne pas avoir le cœur serré, de ne pas avoir ce côté de faire... Voilà. Et il n'en est que plus attirant. Et moi, j'aime beaucoup Karl comme personnage, parce que j'aime bien ce côté un peu taciturne et un peu mystérieux. Mais j'aimais bien Assad, parce qu'il avait toujours ce côté un peu lumineux, un peu toujours avec le sourire aux lèvres. Et il a aucune raison d'avoir le sourire aux lèvres, le garçon. Et pourtant, vu sa vie assez apocalyptique, on se dit que franchement, voilà, il a dépassé tout ça, il a une force impressionnante qui fait l'admiration de Karl, et dont Karl, 2-3 fois, déclare sa flamme par personne interposée à Assad. Donc, enfin, sa flamme amicale, comment c'est pas. Et donc, franchement, c'est un très très bon opus, ce 8e. Et j'ai passé un excellent moment. Il y a beaucoup de pistes de réflexion sur la période et l'époque actuelle. Je peux vous assurer que en filigrane de certaines choses, il y a des dénonciations qui sont faites, et il y a des moments où vous allez vous poser la question sur comment on regarde les autres, comment on regarde ces gens qui arrivent, et comment on les regarde se noyer sans intervenir des masques. Voilà. Donc, Victime 2117 de Jussi Alder Olsen. Franchement... Bah, en fait, on n'a qu'une seule envie, c'est de dire quand c'est qu'il va nous sortir un autre département V. C'est horrible. Mais maintenant, on est accro, donc on va pas pouvoir se contenter du 8e. On peut pas finir là-dessus, c'est pas possible. Non, on peut pas finir là-dessus, c'est pas possible. Voilà, on continue, monsieur Alder Olsen, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc ça, c'est tous les livres que j'ai lus. Je sais ce que je disais, ça va durer 3 plombes, 50 minutes. Super. Donc... Victime 2117 de Jussi Alder Olsen. Ce lien entre nous, David Joy, quasi coup de cœur, mais on va dire que c'est un petit coup de cœur.
Antoine Chopin, l'impasse, qui a failli se prendre le coup de cœur du coin, mais qui ne l'a pas fait, mais qui... moi, je peux pas mettre un... Je le mettrai en bonus. Bonne année, la fille qui triche. Donc, Marion Zimmer Bradley avec une vague montante et Richard Matheson avec Les Amants, les deux petits livres, mais qui sont d'une profondeur incroyable et surtout qu'ils ont été écrits en 54 et 56, 1954-56. Inutile de vous dire qu'ils étaient des bons lanceurs d'alerte. D'où l'intérêt, comme je vous en parlais, dans le livre Station Métropolis, Direction Coruscante, que les auteurs de science-fiction sont des lanceurs d'alerte, et là, on en a la preuve. Le berceau du talion, donc de Sébastien Julliard, qui a un bon thriller sur une vengeance implacable, quasiment implacable. La promesse de Lucide, donc de Albert Duclos, je ne vais pas y revenir, je l'ai déjà assassiné, c'est pas la peine de continuer, hein, laissez tomber. Et le dernier bain, donc de Gwenaëlle Robert. Oui, je sais, ils sont en l'envers, mais vous savez que je classe mes livres comme ça, donc voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai lu le mois dernier. J'essaye de me reculer le plus que je peux pour que vous les montrez tous. Bah écoutez, c'était des bonnes lectures à part le flop là, et puis portez-vous bien, faites très attention à vous. N'oubliez pas les recommandations de mesures d'hygiène. Ça me semble évident, mais voilà. On continue, on reste à la maison, on essaye de s'occuper aussi bien que possible, on prend des nouvelles des gens qu'on ne voit pas. Et puis ceux qui, comme moi, télétravaillent, bon télétravail, hein, n'oubliez pas. Et puis papotez avec vos collègues par WhatsApp. Hein. Puis faites des visioconférences, hein, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est sympa. Et puis on n'a pas le choix. C'est ça où on se fait tous liquider par cette espèce de petit salopio, donc on va éviter de faire ça. Et puis pensez à vos voisins, aux gens qui sont à côté de vous, ne soyez pas égoïstes. Vous pouvez très bien vous passer du dernier mascara ou d'avoir un énième kilo de pâte à la maison. Prenez ce qui vous est nécessaire, sachant que vous pouvez sortir avec une autorisation, enfin une décharge dans les magasins de proximité. Donc n'allez pas vous agglutiner quelque part au risque de contaminer quelqu'un, puisque vous savez que vous ne savez pas si vous êtes on va dire couronné entre guillemets ou pas, puisque vous n'avez pas fait le test tant que vous n'avez pas les symptômes. Voilà. Donc faites très attention à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le book haul donc du mois d'avril. Je pense que je vais attaquer les livres parce que j'ai tout fini. J'ai déjà attaqué le premier, je vous le dis tout de suite, de la pile que vous verrez la semaine prochaine. Donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, hein. Exceptionnellement, je fais des bisous, mais de loin parce que vous risquez rien. Le Général Lux vous embrasse, il vous envoie ça à papate. Et puis, ah oui, pardon, il y en a certaines et certains qui ont tellement insisté pour que je me mette sur Livre Addict que j'ai réactivé mon compte de Livre Addict qui s'appelle Lisa Giraud-Taylor tout attaché. Je suis en train de rentrer tous les livres que j'avais rentrés sur Babelio. Inutile de vous dire que ça me prend un temps fou, mais je pense que je vais y arriver. C'est pas que j'ai une folle envie d'être sur Livre Addict, c'est que j'adore Babelio, mais j'ai trouvé que l'interface de Livre Addict était sympa, surtout pour les forums. Donc du coup, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc je suis sur Livre Addict, Lisa Giraud-Taylor. Et si vous voulez être amie avec moi comme sur Babelio, vous pouvez, ce sera avec grand plaisir. Et puis écoutez, portez-vous bien, je recommence, je le dis, mais bon, c'est l'intérêt que je vous retrouve toutes les semaines à la nouvelle vidéo et que vous me disiez coucou, je vais bien. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi coucou, je vais bien. Et puis si vous n'allez pas bien, que vous êtes confiné, que vous êtes malade, mettez-le dans les commentaires, on vous fera des petits cœurs, plein de petits cœurs pour vous. Au revoir.